Le jour de mes 26 ans, je ressemblais à peu près à ça. 2025, comme tant d'années avant elle, était supposée être mon année. Je devais me sortir de mes problèmes. Mais pourtant, après seulement un mois, une évidence me sautait aux yeux. J'ai raté ma vie. Et si vous pensez que j'exagère, laissez-moi vous faire mon CV. J'ai donc 26 ans, pas de diplôme, pas de travail, aucun projet accompli. Et quand ma famille me demande ce que je deviens, je crée instantanément un malaise dans la conversation. La seule chose que j'ai accomplie avant mes 20 ans, c'est avoir une maladie chronique, ce qui n'est généralement pas trop un but de vie. Mais pourtant, aussi fou que ça puisse paraître, j'ai pas toujours été une déception sociale. Même mieux, avant, j'étais l'espoir de la famille. Donc oui, je comprends que vous vous demandiez comment j'en suis arrivée là. Laissez-moi vous expliquer tout ça. Quand je suis arrivée au monde, j'ai fait la fierté de toute ma famille. Rien que par ma simple présence, ils étaient heureux. Mais alors, quand j'ai commencé l'école, je suis passée au stade supérieur. J'étais le petit génie, celui qui allait faire de grandes choses. Enfant, j'ai voulu faire tous les métiers possibles. Styliste, espion, archéologue, vétérinaire, professeur et j'en passe. Tout ou presque me semblait à portée de main. Tout s'est stoppé avec mon entrée au collège. Pas à cause des cours, c'était l'endroit le problème. Le collège, son ambiance, son environnement. Tout ça pour dire le harcèlement. Ça m'a brisée. Je voulais plus aller à l'école. C'était trop dur. Ce que je voulais, c'était vivre une autre vie. Si j'avais un bébé, ça veut dire que j'aurais quelqu'un qui m'aime toujours. À 8000 km de là, les États-Unis comptent proportionnellement 15 fois plus de mères adolescentes. Là aussi, il existe des établissements spécialisés dans l'accueil des mamans mineures. C'est fou ça, partir en échange scolaire au Japon. Ça veut dire qu'ils sont des amis là-bas. Sauf que je me sentais comme enchaînée à la mienne. Alors je me suis tournée vers la seule manière de la quitter. Mais comme je suis là à vous raconter tout ça, vous vous doutez que tout s'est pas passé comme je le planifiais. Et pour cause. À mon entrée au lycée, le miracle que j'espérais s'est produit. Je n'étais plus avec mes harceleurs. Mieux encore, personne ne me connaissait. Je pouvais repartir à zéro. En scannant les gens dans ma classe, j'ai repéré 3 personnes qui pouvaient être mes amis potentiels. Parmi eux, quelqu'un qui allait bouleverser le cours de ma vie. Cette personne, c'est lui, Nox, mon meilleur ami depuis 10 ans maintenant. Quelques heures après nos premiers mots échangés, on se confiait déjà sur tous nos traumas et autres idées suicidaires. Notre amitié est rapidement devenue centrale dans ma vie. Comme si on m'avait envoyé quelqu'un qu'il fallait que je protège. Comme si on avait besoin que je vive. C'était devenu le sens de ma vie. Forcément, j'ai développé une dépendance énorme à notre relation. J'étais terrorisée en permanence par l'idée qu'il m'abandonne. Que ça soit parce qu'il avait des amis en ligne, des crushs sur des gens, ou juste des interactions amicales, j'étais persuadée qu'il allait me remplacer ou m'abandonner. Si je m'imaginais tout ça, c'était en grande partie à cause de mon estime de moi catastrophique. Toutes ces années d'harcèlement m'avaient persuadée que je n'étais pas aimable. Qu'à la seconde où on me connaîtrait vraiment, on serait instantanément dégoûté par moi. En plus de ma jalousie, des sentiments perturbants grandissaient en moi. Je me surprenais à vouloir vivre avec lui, à l'imaginer dans tous mes plans futurs. J'avais peur de ce que je ressentais. Est-ce que j'étais amoureux de lui ? Pourtant, j'avais pas d'attirance. Est-ce que j'étais juste bizarre ? Est-ce qu'il allait fuir si je lui parlais de toutes ces idées ?
Donc évidemment, ma jalousie et mes envies de vie commune, je les ai gardées pour moi. L'idée même d'en parler me tétanisait. J'avais peur d'être rejetée, peur de tout gâcher. Sauf qu'en disant rien, j'ai installé un poison dans notre relation. Parce que comme Nox avait aucune idée de ce qui se passait dans mon cerveau, il comprenait juste pas mes réactions. Que ce soit lui comme moi, on a beaucoup souffert de mon incapacité à communiquer. À cette période, chaque essai pour m'ouvrir finissait juste par ajouter plus de confusion entre nous. J'ai finalement rassemblé tout le courage que j'avais pour essayer de lui expliquer clairement ce que je ressentais. J'ai tout écrit dans un mail que je lui ai envoyé. Mais directement après, un sentiment de panique m'a envahi. J'étais persuadée que Nox allait être dégoûté par qui j'étais. Alors, j'ai commencé à enchaîner les médocs. Je voulais plus rien sentir, plus avoir conscience que j'existais. Sauf que, Nox qui lisait mon texte, a commencé à paniquer. Il m'envoyait des messages que j'osais pas ouvrir. Entre 2 prises de médicaments, je me suis forcée à regarder mes SMS. Il fallait que je sois fixée sur notre relation. Que je sache si j'avais tout gâché. À ma surprise, la seule chose qui importait à Nox était mon état. Il a vraiment trouvé les bons mots pour me rassurer, et donc je lui ai tout avoué, ce que je faisais, où j'étais et le nom de médoc que j'avais pris. Sans réfléchir, il est directement venu me chercher. Ce soir-là, il m'a sauvé la vie, encore une fois. À partir de cet événement, on s'est fait une promesse. Aucun de nous deux n'avait le droit de mourir. Ça n'a pas réglé tous mes soucis de santé mentale, mais ça a permis de faire le premier pas pour avoir de l'aide avec mes troubles. Sauf que je pense que si ma santé psychique était mon seul problème, je serais peut-être pas en train de vous dire que ma vie est foutue. 2 ans avant tous ces événements, j'ai découvert que j'avais une maladie chronique. Si je ne l'ai pas mentionné plus tôt, c'est parce qu'au début de ma maladie, les docteurs m'avaient expliqué que tout rentrerait dans l'ordre avec le bon traitement. C'est d'ailleurs avec cette idée que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Je voulais documenter mon parcours vers la rémission. Je savais que ce ne serait pas un parcours linéaire, mais j'avais confiance en la médecine. Que c'est mignon, l'innocence. 5 ans plus tard, je suis toujours au point de départ. La seule différence, c'est que maintenant, j'ai plus aucune confiance dans la médecine. J'ai vu trop de choses, vécu trop de traumas, eu trop de faux espoirs pour accorder ma confiance. Avant, je me pressais pour faire les examens. À chaque rendez-vous, j'avais espoir de repartir avec des pistes pour me soulager. Mais en fait, avec le temps, on se rend compte que les protocoles sont des boucles. On arrive, on décrit nos douleurs, on fait des examens, les examens reviennent normaux. Le docteur commence à penser que nos problèmes sont psychologiques. Mais s'il est gentil, il nous prescrit quand même des examens plus poussés. Toujours rien, c'est bizarre tout ça. Alors on nous envoie vers un algologue ou un centre antidouleur. Quand arrive le rendez-vous, tout ce qu'on y gagne, c'est de nouveaux traumas. J'ai dû jeter le masque parce qu'il y avait trop de morts dessus. Votre douleur n'est jamais prise au sérieux. C'est dans votre tête. Il va falloir vous renforcer mentalement. Donc, on revient voir notre docteur initial. On lui décrit ce qui s'est passé. Et lui, il nous represcrit les examens. Parce que ça fait un moment depuis les derniers, peut-être que ça a évolué votre situation. Et voilà, vous avez la boucle parfaite. Ça fait depuis les premiers symptômes inexpliqués que je suis bloquée dans cette spirale qu'on appelle l'errance médicale. À chaque nouveau cycle, on s'expose un peu plus à la déshumanisation. Dépossédé de notre corps, on devient un amas de chair rempli d'organes à examiner. La seule chose qui a réellement progressé au cours du temps, c'est la dégradation de mon corps. Que ce soit les diarrhées et douleurs abdominales qui m'ont toujours été fidèles, aux douleurs articulaires qui pensaient que je souffrais pas assez, en passant par les nausées et vomissements qui s'invitent chaque été, depuis 5 ans, pas un aspect de ma santé s'est amélioré. Ces symptômes et maladies qui étaient supposés être présents seulement périodiquement se sont confortablement installés dans ma vie.
Au fil du temps, ils ont grignoté mon autonomie. J'arrivais plus à cuisiner, donc je mangeais uniquement des céréales et des sandwichs. Puis sortir à pied est devenu de plus en plus compliqué, donc ma mère allait me chercher mes médicaments. Et petit à petit, même prendre la voiture pour faire des courses ou essayer de nettoyer chez moi était devenu trop compliqué. C'est comme ça que je me suis retrouvée à vivre dans la famille de Nox. Il a pris soin de moi, que ce soit en me donnant à manger, en me parlant lors de mes crises abdominales, en déplaçant tout ce qui est lourd pour moi, en m'accompagnant aux rendez-vous médicaux et bien d'autres choses. Sauf que moi, toute cette aide, ça me remplit de culpabilité. Donc, depuis le début de ma maladie, j'ai toujours cherché à aller mieux. Que ce soit pour moi, mais aussi pour mon entourage. Chaque jour, je me lève avec une pensée en tête. Comment améliorer ma santé ? Pour ça, je fais du sport, j'essaye de mieux manger, et je fais même des recherches pour optimiser mes rendez-vous médicaux. Mais pourtant, rien n'est fait. Mon état continue de se dégrader inexorablement. Du coup, plus le temps passait, plus j'avais de la haine en moi. Contre les médecins, contre mon corps, contre la vie. Je ruminais en boucle que j'avais pas assez profité de mon corps. J'étais jaloux d'inconnus, juste parce qu'ils avaient l'air heureux. Mes sorties se limitaient aux cabinets médicaux et supermarchés. Mon seul moment de dépaysement, c'est quand on allait en épicerie asiatique. Mes journées étaient tellement similaires qu'elles finissaient par devenir une sorte d'éternel recommencement, où tout se mélangeait pour mieux se répéter. C'est là qu'une pensée s'est imposée comme une évidence. J'ai gâché ma vie. Mon quotidien est devenu un cauchemar sans fin. Cette pensée a cannibalisé tout mon cerveau. Elle m'obnubilait. Je ne voyais pas comment m'en sortir. Mon corps allait pas changer. Et du coup, je voyais qu'une seule solution. Toujours la même. Mais cette fois-ci, j'avais la promesse, celle que j'ai fait à mon meilleur ami. Donc, je lui ai tout expliqué la situation. Avec ces mots, il a su changer ma réalité. Me rappeler quelque chose. Le monde est subjectif. J'ai laissé l'univers m'enterrer. Me faire croire que si ma vie est merdique, c'est à cause de mes maladies et mon handicap. Donc, je me suis posée et j'ai essayé de comprendre. Comprendre pourquoi ma vie d'avant m'avait l'air tellement mieux. Et c'est là que je me suis rendu compte du vrai problème. Les ressources. Avant, les sorties que je faisais étaient gratuites. Mais c'était qu'une façade. En réalité, je puisais dans une ressource dont j'avais absolument pas conscience. Je la pensais illimitée. L'énergie. Donc même si actuellement mon corps est un frein concret à mon bonheur, en réalité, il suffirait d'une chose pour absolument tout changer. De l'argent. Si on enlève l'argent de l'équation, ma vie n'aurait rien à voir. Je me ferais peut-être livrer mes courses, voire des repas préparés. J'aurais plein d'adaptations chez moi, comme un gros fauteuil de massage bien cher. Je partirais sur Paris, juste pour voir un artiste que j'aime bien ou faire une exposition. Mon chauffeur m'amènerait à la gare et transporterait tout pour moi. Peut-être que j'appellerais le taxi, peut-être qu'on livrerait mes bagages. Je pourrais même me faire soigner à l'étranger. Que ça soit aux États-Unis, là où tous les traitements sont à la pointe, ou bien en Suisse, il y a des très belles montagnes par là-bas. Sauf qu'on est dans la réalité. Donc les gens qui bénéficient de tout ça, c'est les riches. Qu'ils soient en bonne santé ou malades, n'importe pas. Tout ce qui compte, c'est qu'ils ont de l'argent pour payer. Donc eux ont le droit à toute cette aide. Alors bien sûr, ça n'enlèverait pas toutes mes difficultés. Mais je dirais que peut-être 90% seraient largement atténués. Au final, je me trouve très dure avec mon corps. Il m'a toujours été fidèle et lui aussi fait de son mieux. Donc je pense qu'il mériterait que je lui offre du repos et le confort dont il a besoin. Sauf que dans un monde où notre valeur est égale à notre capacité à travailler, la mienne avoisine le zéro. Et encore, j'ai de la chance. J'ai 1000 € d'allocation. Mais c'est clairement pas avec ça que je vais me permettre un mode de vie qui corresponde à mon corps.
Non pas que je veuille le luxe et les paillettes que j'ai décrits, mais juste un peu d'aide, ça serait pas de refus. La seule solution, ça serait de travailler dans un domaine qui rapporte. Mais pour ça, il faut des compétences et de l'énergie. Sauf que j'ai aucun des deux. Alors comment s'en sortir ? Pour être honnête, j'en ai aucune idée. J'ai plein de projets, mais concrètement, j'ai aucune certitude que ça marche. Sauf que je peux pas faire autrement. J'ai pas d'autre issue, et c'est la seule chose qui me fait réellement vibrer, qui m'anime profondément. Pendant trop d'années, j'ai eu honte de moi, je voulais me cacher, je voulais ne pas être perçue. Mais maintenant, c'est décidé. Je vais exister. Après, j'hésite toujours à l'idée de vous partager mes plans. Il faut dire que c'est quelque chose qui est assez intime pour moi. Mais je pense que pour tenter de le vivre, je dois déjà m'autoriser à en parler. Donc, j'ai essayé de vous faire confiance. Au moins un petit peu en tout cas. Mon objectif, c'est changer le monde. Ouais, rien que ça. On me dit souvent que c'est pas possible, que c'est irréalisable. À chaque fois que j'en parle, on me prend pas au sérieux ou on pense que j'exagère. Et on m'a souvent répété que le monde n'allait pas changer pour moi. Pendant longtemps, j'y ai cru. Vivre me déprimait. Chaque journée me rappelait l'horreur constante du quotidien et mon impuissance face à celui-ci. Mais un jour, quelqu'un a dit une phrase anodine, comme quoi notre environnement, c'était notre réalité. Et je me suis dit, mais en fait, je déteste autant le monde que j'ai envie de mourir à l'idée que ce monde existe tel qu'il est. Pourquoi pas vivre et juste le changer en fait ? C'est pas moi qui suis obligée de mourir. C'est peut-être ce monde qui doit mourir pour renaître. Et oui, je sais à quel point ça peut sembler arrogant, à quel point on peut penser que voilà, je me prends pas pour de la merde, etc. Sauf que moi, si je veux faire ça, c'est avant tout pour qui j'étais quand j'étais enfant. Pour là, tous les marginaux qui m'écoutent. Vous allez voir, le monde n'a pas que de la noirceur à vous offrir. Ces paroles, c'est pour tous ceux qui se pensent seuls au monde, pour tous ceux qui ont pensé à mourir parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent ou de ressources pour arriver à leurs moyens, pour tous ceux qui sont dans le plus profond du désespoir. Je suis là, je suis passée par là, et je vous assure, il y a des gens qui veulent votre bien. Ce monde, je le changerai pour vous, et je vous le promets, je vais tout faire en tout cas pour que ça arrive. Alors oui, j'ai de grandes ambitions, je sais, et il n'y a rien qui me prouve que je serai à la hauteur. Mais je dois tenter en fait. Comme j'ai expliqué, pour faire tout ça, j'ai une sorte de plan. Mais pour l'instant, ce que je dois réellement faire, c'est passer l'étape 0, celle où je suis. Cette étape, c'est réussir à prendre soin de moi de manière la plus autonome possible. Et pour ça, si vous avez suivi la vidéo, ce dont j'ai besoin actuellement, c'est d'argent. C'est le plus urgent pour que ma santé revienne à peu près en ordre. Donc pour y parvenir, j'ai plusieurs idées, mais la principale, c'est gagner de la visibilité. C'est aussi pour ça que je fais cette chaîne. J'ai envie de vous donner des raisons de me suivre, de donner le meilleur de ce que je sais faire. Que vous vous abonniez, non pas parce que vous avez pitié de moi ou quoi que ce soit, mais parce que vous aimez réellement ce contenu. Pourquoi YouTube ? C'est parce que ça donne de la visibilité. Et c'est clairement vital que ce soit pour moi, pour ma survie et avoir de l'argent, mais aussi pour tous les projets que j'ai envie d'entreprendre par la suite. La visibilité, c'est une des choses les plus importantes dans ce monde. Alors oui, peut-être que je vais jamais réussir à dépasser l'étape 0. Peut-être que mon ambition tombera dans les limbes de l'oubli. Que ma santé est mauvaise et elle le restera à tout jamais. Que le monde continuera à dépérir et que jamais je réussirai à le changer. Mais au moins, j'aurai tout donné. Moi, j'ai ce que des gens mettent une vie à trouver. Un but. Alors que ça prenne 1, 5 ou 10 ans, ce dont vous pouvez être sûr, c'est que je serai là. Avec mes rêves, avec mes plans fous et idéalistes. Et je donnerai tout pour réussir.